Merci à vous si vous nous rejoignez sur Public Sénat, à suivre dans un instant en direct la séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à la rentrée scolaire. C'est Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, qui vient répondre aux questions des sénateurs. Près de 16 000 postes, quasiment tous de professeurs, vont être supprimés à la rentrée, dont près de 9 000 dans les écoles publiques. Ces suppressions de postes dans le primaire entraîneront à la rentrée 1500 fermetures de classes au moment où les écoles accueilleront 4 900 élèves de plus. Les syndicats d'enseignants ont appelé à une grève unitaire le 27 septembre prochain. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle où il va être largement question de ces suppressions de postes. Très bonne séance à tous. De ne procéder hors démographie à aucune fermeture. Si je salue l'engagement du président, de nombreux problèmes persistent pour la rentrée 2011, que ce soit au sein des écoles primaires, des collèges ou des lycées. En effet, ce ne sont pas moins de 16 000 suppressions de postes qui vont avoir lieu. Si je comprends la politique de notre gouvernement, qui s'est engagé sur la réduction de l'endettement de l'État et des déficits publics sur plusieurs années, je m'inquiète des coupes et du manque de moyens et surtout de temps d'adaptation auxquels doivent faire face nombre de nos écoles, collèges, lycées et collectivités. Je prendrai pour exemple mon département, la Marne. Pour le premier degré, le département se voit retirer 37 postes alors que le nombre d'élèves sera en augmentation. Il en va de même pour le second degré. Certaines classes vont en effet atteindre le nombre de 30 et plus. Au-delà des conséquences évidentes sur les conditions de travail, se posent également des difficultés en termes de sécurité des locaux et d'adaptation de la taille des classes. Certaines ne seront pas assez spacieuses ni adaptées à l'accueil d'élèves en fauteuil roulant notamment, ni équipées du matériel informatique nécessaire aux nouvelles exigences de l'éducation nationale. Le plus souvent, ce sont les milieux ruraux qui sont le plus affectés par ces suppressions de postes. Le 23 juin 2006, la charte des services publics en milieu rural était signée. Elle prévoit concernant la carte scolaire que les autorités académiques doivent informer les exécutifs locaux concernés 2 ans avant les projets d'ouverture ou de fermeture de classe du premier degré. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce principe n'est pas appliqué, tout du moins dans mon département. Pourriez-vous me dire, Monsieur le Ministre, les mesures que compte mettre en œuvre le gouvernement afin de pallier à ces manquements auxquels nos collectivités, les enseignants et les parents d'élèves ont de plus en plus de difficultés à faire face? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur Françoise Férat. L'éducation nationale ne manque pas de moyens. Vous avez voté, vous, majorité sénatoriale, un budget en augmentation de 1,6% cette année, de plus de 60 milliards d'euros, qui est le premier budget de l'État. 22% du budget de la nation est consacré à l'éducation nationale et c'est le budget le plus important jamais voté par un Parlement pour l'éducation nationale. Je rappelle simplement un chiffre, Madame le sénateur, en 30 ans, la dépense par élève dans notre pays a augmenté de 80% en euros constants. Ça veut dire que les moyens sont là, la question est de savoir comment ces moyens doivent être répartis. Alors oui, c'est vrai, le gouvernement, le président de la République s'est engagé à ne pas remplacer la moitié des fonctionnaires qui partent en retraite. Mais, Madame le sénateur, je dois immédiatement vous préciser qu'à la rentrée prochaine, si on prend du recul et si on regarde la situation dans nos établissements scolaires sur une longue période, il y aura plus de professeurs et moins d'élèves qu'il y en avait il y a 20 ans dans le système éducatif. Donc le taux d'encadrement est aujourd'hui meilleur qu'il n'était il y a 20 ans. Deuxième élément, Madame le sénateur, cette politique de non-remplacement, elle nous permet de mener une politique de revalorisation de nos enseignants que, mesdames et messieurs les sénateurs socialistes, vous n'avez pas été capables de mettre en place. Et nous avons augmenté nos salaires de nos enseignants de 10% en début de carrière, ce qui est exceptionnel dans l'environnement économique, budgétaire que nous connaissons aujourd'hui au niveau européen, alors que certains pays licencient leurs fonctionnaires, alors que d'autres baissent leur rémunération. Le non-remplacement d'un fonctionnaire pour 2 nous a permis de revaloriser de manière significative nos enseignants et tous nos fonctionnaires. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le pouvoir d'achat des fonctionnaires a augmenté de 3,1% l'année dernière. Alors, Madame le sénateur, nous menons cette politique avec discernement. J'ai donné des instructions claires pour qu'on tienne compte de la carte locale, qu'il y ait des concertations qui soient menées avec les élus,
qu'on travaille de manière prospective à ce que l'offre scolaire soit la mieux adaptée. Je suis l'élu d'un département rural, je connais les problématiques de départements ruraux, afin de ne pas impacter la vie dans les milieux ruraux. Mais Madame le sénateur, le choix aujourd'hui, c'est une éducation nationale de qualité, une éducation nationale qui personnalise, qui différencie les moyens, qui fait davantage pour les élèves qui en ont le plus besoin. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Ferrat, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis en parfait accord avec vous, ça n'est pas une question de moyens. Mais pardonnez-moi d'insister, parce que sur le terrain, les difficultés sont bien réelles. Que ce soit les élus, les parents d'élèves, les enseignants, tous nous témoignent très régulièrement de leurs problèmes. Alors, un seul exemple, Monsieur le Ministre, cette rentrée va avoir arrivé 40 000 nouveaux élèves en classe de 6e, et nous allons dans le même temps avoir une suppression de 4 800 postes de professeurs. Alors, je ne focalise pas sur la charte des services, ça n'est pas mon propos, mais est-il utopique, Monsieur le Ministre, d'imaginer une autre procédure qui réunirait l'ensemble des interlocuteurs concernés? Alors, j'entends par là les maires, les associations départementales des maires pour les écoles primaires, les conseils généraux pour les collèges, les régions pour les lycées, et enfin les enseignants, les parents d'élèves autour de l'inspecteur d'académie. Il me semble que cette concertation permettrait sûrement, entre personnalités responsables, de prendre en compte ce que vous dites fort justement, la nécessaire rigueur budgétaire, mais sans que cela nuise à la qualité de l'enseignement que nous devons à nos enfants. Moi, je me pose une question. Quelle école voulons-nous pour demain? Merci. La parole est maintenant à notre collègue François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à la rentrée prochaine, cela a été dit, 4 900 enfants supplémentaires seront accueillis à l'école élémentaire et pourtant près de 9 000 postes d'enseignants dans le primaire vont être supprimés et 1 500 classes de primaire fermées. Cette décision est pour le moins incompréhensible. Les rapports se suivent et se ressemblent. Le constat est sans appel. Notre école souffre et une génération d'enfants est en passe de sacrifier sur l'autel des restrictions budgétaires. Alors que des cadeaux fiscaux se poursuivent et que la chasse aux niches fiscales est bien timide. La Cour des comptes, le Haut Conseil de l'éducation, en passant par les travaux de nombreux parlementaires, les plus sérieuses institutions tirent les unes après les autres la sonnette d'alarme. N'accorde-t-on aucun crédit à ces travaux? C'est se poser la question. Toutefois, il suffit de regarder autour de nous pour mesurer l'ampleur des dégâts. Comment imaginer lutter contre l'échec scolaire, l'absentéisme, la violence et tous les autres maux dont souffre notre école laïque et républicaine en laissant les enseignants de plus en plus seuls, de moins en moins formés et face à des classes de plus en plus surchargées? L'égalité des chances est abandonnée au profit de la poursuite des objectifs de la RGPP. Les principes républicains et laïques sont foulés aux pieds au grand désespoir de ceux qui, comme moi, sont les produits de l'école de la République. Pour tenter de calmer la colère des familles, des enseignants ou encore celle des élus, on nous annonce un moratoire sur la fermeture des classes. Mais, Monsieur le Ministre, cette mesure pourrait s'apparenter à une manœuvre purement à visée purement électoraliste. On nous annonce le gel et la fermeture des classes pour 2012. Pourquoi pas cette année? Les territoires ruraux seront les plus touchés et votre politique semble nier à l'évidence un élément pourtant très important, à savoir que les enfants, souvent peu réceptifs et parfois allergiques à l'autorité, ne peuvent réussir que s'ils sont dans des classes à faible effectif. Dans les 10 dernières années, ce sont 1 500 communes de notre pays qui ont vu la dernière classe et leur dernière école fermée. Votre question, mon cher collègue. Les quartiers des villes ne sont pas mieux lotis puisqu'ils s'étiolent. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que l'école de la République puisse vivre en milieu rural? La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je voudrais revenir sur vos propos concernant le nombre moyen d'élèves par classe. D'abord, Monsieur le Sénateur, j'ai le regret de vous dire qu'aucune étude ne démontre qu'on obtient de meilleurs résultats avec de petits effectifs par rapport à des effectifs nombreux. Je vous encourage à toutes les études qui sont parues sur le sujet. Deuxième élément, Monsieur le Sénateur, il se trouve qu'il y a moins d'effectifs par classe que quand vos amis étaient au gouvernement
à la fin des années 80, au début des années 90. Et d'ailleurs, je vous donne les chiffres précis. Il y aura à la rentrée prochaine 27 élèves par classe en moyenne dans les lycées généraux ou technologiques. Ils étaient 31 en 1989-90. Il y aura à la rentrée prochaine 19 élèves en moyenne dans les lycées professionnels. Ils étaient 23 à la fin des années 80, début des années 90. Donc, monsieur le sénateur, de grâce, pas de faux procès. Simplement, monsieur le sénateur, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour faire réussir tous nos élèves, c'est d'être capable d'apporter une personnalisation de l'enseignement que nous n'avons pas su mettre en œuvre depuis 25 ans. La conséquence de la massification du service du système éducatif, qui est une bonne nouvelle, le fait d'avoir porté 100% d'élèves au collège, d'avoir porté 65% de générations qui présentent le baccalauréat en ce moment, c'est une bonne nouvelle. Sauf que nous n'avons pas mis en œuvre les moyens qui permettent d'assurer à chacun une place à la sortie du système éducatif. Et que nous avons malheureusement aujourd'hui trop de jeunes qui quittent le système éducatif sans qualification, sans diplôme, 180 000 d'après les statistiques que j'ai pu obtenir en connectant nos réseaux informatiques avec ceux de l'enseignement agricole et ceux des centres d'apprentis. Donc la réponse à tout cela, pour lutter contre l'échec scolaire, pour lutter contre l'échec scolaire en milieu rural, c'est la personnalisation tout au long de la scolarité. C'est par exemple l'aide personnalisée en primaire, c'est la réforme du lycée avec 2 heures d'accompagnement personnalisé qui permet aussi bien de donner des méthodes de travail aux jeunes qui ont du potentiel et qui porteront vers l'excellence, que de tenir compte des élèves qui ont de grandes difficultés auxquels nous devons apporter du soutien scolaire en petits groupes. C'est ça l'éducation nationale du futur, c'est un système différencié où nous sommes capables, là encore, de faire davantage, d'avoir davantage de moyens pour que les élèves qui ont des difficultés, plutôt qu'un système égalitaire qui a montré toutes ses limites ces dernières années. Merci. La parole est à monsieur Fortassin pour répondre au ministre. Oui, monsieur le ministre, j'ai du mal à adhérer à votre théorie. Parce que d'un côté, vous nous dites qu'aucune étude ne démontre que les effectifs importants permettent de réussir moins bien, et en même temps, vous nous dites qu'il faut des petits groupes. Alors, il y a quelque chose là-dessus qui m'échappe. Or, vous savez très bien qu'en 20 ou 30 ans, ce qui a changé, c'est le comportement des élèves. Ils étaient naturellement très réceptifs, ils le sont un peu moins pour tout un tas de raisons, et à l'évidence, eh bien, quand on a été devant des élèves, on s'aperçoit que c'est plus difficile de mettre le chahut quand il y a 15 élèves que quand il y a 35. Merci. La parole est maintenant à notre collègue, madame Colette Mélot, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, en l'espace d'une génération, l'école a ouvert ses portes à un nombre croissant d'élèves. Elle a relevé le défi de la massification. Aujourd'hui, 66% d'une classe d'âge décroche son baccalauréat contre moins de 26% en 1980. Néanmoins, nous sommes tous conscients que l'école doit évoluer. Elle doit désormais relever le défi de la démocratisation, car ces mêmes résultats du baccalauréat n'évoluent plus depuis une quinzaine d'années. Par ailleurs, force est de constater que l'école n'a pas atteint tous ses objectifs. 2 réalités le démontrent. Chaque année, plus de 50 000 jeunes quittent définitivement le lycée sans le baccalauréat. Un étudiant sur 2 échoue en première année universitaire. Aussi, Monsieur le Ministre, vous avez décidé de mettre en œuvre une réforme du lycée. Elle s'applique depuis la rentrée 2010 aux classes de seconde générale et technologique. Cette réforme entre aujourd'hui dans sa seconde phase. Permettez-moi de vous interroger plus particulièrement sur la nouvelle classe de première. En effet, la première constitue une étape importante dans la vie de l'élève, car elle est un premier pas vers une spécialisation et un premier rendez-vous avec le baccalauréat avec les épreuves anticipées. C'est pourquoi elle répond à des défis bien spécifiques. Les élèves doivent pouvoir commencer à s'orienter vers une spécialisation. Mais en même temps, il importe qu'ils puissent conserver la possibilité de changer d'orientation en cours d'année. Par conséquent, ils doivent être mieux accompagnés dans leur parcours de formation et d'orientation. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la réforme du lycée pour la rentrée 2011 ? Je vous en remercie. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame le sénateur Colette Mélot, vous êtes très attachée à une grande institution de notre système éducatif qui est le lycée. C'est pour cela que nous avons voulu le réformer, pour le moderniser et surtout pour lui permettre de relever les défis que vous avez rappelés.
notamment faire en sorte que davantage d'élèves accèdent au système universitaire et réussissent à l'université. Vous avez rappelé qu'un étudiant sur 2 qui échoue en fin de première année, c'est un échec de l'ensemble de notre système et nous devons y remédier. Alors pour cela, nous avons voulu mettre en place un système d'orientation beaucoup plus progressif. En France, nous avons trop souvent par le passé estimé que le choix devait s'opérer à 14 ans en sortant du collège et parfois, de manière systématique, on orientait les élèves quasiment pour la vie. On a le droit de ne pas savoir ce qu'on va faire dans la vie à 14 ans, on a le droit de se tromper, on a le droit de mûrir ses choix et le système éducatif doit être capable d'accompagner les élèves dans leurs choix et de les guider progressivement. Eh bien, c'est ce système d'orientation progressive, réversible, que nous mettons en place progressivement, avec une rénovation de l'aide au conseil de l'ONICEP, avec un site interactif extrêmement moderne qui répond aussi aux problématiques de géolocalisation, c'est-à-dire fournir des conseils aux étudiants, aux élèves adaptés à leur lieu géographique, leur localisation. Nous avons également décidé de mettre en place un système de tutorat parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui les aident dans ces choix d'orientation parce qu'ils connaissent mal l'école, connaissent mal le système éducatif. Donc nous devons, nous, Éducation nationale, apporter ce soutien. Donc dorénavant, l'orientation se veut plus progressive avec l'idée de passerelle entre les différentes filières, bac pro, bac technologique, bac général, et au sein du bac général entre les différentes séries. C'est pour ça que la prochaine rentrée scolaire, il y aura un tronc commun en classe de première qui comprendra environ 60% des enseignements, les autres heures étant liées aux spécialisations, mais ces spécialisations ne sont pas définitives et des réorientations seront possibles à travers des stages passerelles pour les élèves. Et puis dernière nouveauté de la rentrée, je termine Monsieur le Président, c'est la refonte du bac STI, Sciences et techniques de l'industrie, qui n'avait pas été revu depuis 20 ans, qui est un bac technologique très important parce qu'il débouche sur l'emploi, sur l'insertion professionnelle, et c'est le rôle de l'école que de préparer notre jeunesse à s'insérer professionnellement dans des filières porteuses. Bien, Madame le sénateur, brièvement. Brièvement, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. C'est vrai que la réorientation a toujours posé un problème. Très souvent, elle était impossible. Donc, nous formons des vœux pour que cette nouvelle procédure puisse voir le jour et que beaucoup d'élèves puissent en bénéficier. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Françoise Cartron pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, récemment, Monsieur le Ministre, vous avez déclaré la guerre au décrochage scolaire, une urgence évidente qui nécessite d'ailleurs un véritable plan de bataille. Malheureusement, une fois de plus, ce n'était qu'une opération de communication. Car que constatons-nous? L'enseignement primaire, terrain pertinent d'intervention pour prévenir les chefs scolaires, est aujourd'hui sinistré avec la fermeture de 1500 classes à la rentrée prochaine. D'ailleurs, combien de postes auront été supprimés à la fin du mandat présidentiel? 50 000, 60 000, plus, au nom de la seule logique comptable. Dans cet exercice de division multiple, les territoires ruraux payent le prix fort. Oubliez la charte des services publics en milieu rural signée en 2006, charte qui prévoyait que toute fermeture de classe devait être anticipée 2 ans à l'avance. Ignorez les efforts des maires pour revitaliser leur commune, car comment impulser un dynamisme local sans l'école? Abandonner au seul critère de la rentabilité les enfants qui suivent un rythme de vie scolaire harassant. C'est dans ce contexte que nous avons appris que des maires, ne voulant pas se résigner à cette mort programmée, embauchent et rémunèrent des enseignants nécessaires, se substituant ainsi à l'éducation nationale défaillante. Est-ce là la solution, Monsieur le Ministre? Seront-ils montrés du doigt pour mauvaise gestion? Qu'en pensez-vous? Plus extraordinaire, la Voix du Nord fait écho de l'ouverture par des écoles privées de classes payantes hors contrat pour les enfants de 2 ou 3 ans, répondant ainsi, je cite, à l'attente des parents et aux besoins qui ne sont plus pris en compte par l'éducation nationale. C'est le directeur de l'enseignement diocésain qui le dit. Voilà donc la privatisation de la préscolarisation en marche. On croit rêver. C'est l'enseignement catholique qui répond aux besoins identifiés et qui s'émeut du constat que les jeunes enfants ne sont plus comptabilisés dans l'éducation nationale. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Ministre?
Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, de la vie associative. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur, oui, nous avons décidé de déclarer la guerre contre le décrochage scolaire. Et ce n'est pas un exercice de communication. Je vais essayer de vous convaincre. Premièrement, personne, je dis bien personne, y compris le ministre de l'Éducation nationale, ne savait combien de jeunes quittaient le système éducatif chaque année sans diplôme. Personne. Nous le savons dorénavant parce que nous avons pris la décision de connecter les systèmes d'information de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, des CFA, des missions locales. Et dorénavant, je peux vous dire, nous savons par exemple que 300 000 jeunes étaient inscrits en juin dans nos collèges et nos lycées, au-delà de 16 ans, et n'étaient plus présents au mois de mars 2011. Sur ces 300 000, 180 000 étaient considérés comme perdus de vue, c'est-à-dire des élèves dont on ne savait absolument pas ce qu'ils étaient devenus. Dorénavant, nous les connaissons. Et deuxième élément de réponse, nous allons leur apporter une réponse individualisée. C'est-à-dire que chaque préfet est en train de mettre en place dans les départements, soit à l'échelle du département, soit bassin de vie par bassin de vie, une plateforme de lutte contre le décrochage, c'est-à-dire de réunir tous les services de l'État compétents, éducation nationale, enseignement agricole, CFA, de manière à ce qu'une réponse individualisée soit apportée à ces décrocheurs. Donc, Madame le sénateur, je réponds à votre question. Vous m'interrogez. Le problème, c'est que vous avez posé 4 questions en 2 minutes. Donc, je réponds à la première question qui concerne le décrochage scolaire et qui n'est pas une petite question, Madame le sénateur. Et donc, je vous réponds que oui, nous avons décidé de déclarer la guerre contre le décrochage scolaire. Deuxième élément de ma réponse, nous avons des résultats qui sont encourageants. Vous verrez, ils seront publiés demain sur les évaluations de CE1 qui montrent que les acquis des élèves en français et en mathématiques sont en progrès. Et c'est la cohorte qui a bénéficié de la réforme de l'enseignement primaire de 2008. Donc, c'est une chose encourageante. Dernier élément, Madame le sénateur, je vous rappelle que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Je rappelle que 97% des enfants sont scolarisés à partir de 3 ans. Et je rappelle que sur les 2-3 ans, je mène la politique que tous mes prédécesseurs ont menée, c'est-à-dire que nous accueillons les enfants de 2 ans dans la limite des places disponibles. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Cartron. Je suis désolée, Monsieur le Ministre, de devoir vous dire que ce n'est pas la réalité, ce que vous répondez, puisque les enfants de 2 ans qui sont accueillis ne sont pas comptabilisés. Et c'est d'ailleurs le directeur de l'enseignement diocésain qui le dit. Ce n'est pas quelques syndicats d'enseignants. Donc, comme ils ne sont pas comptabilisés, ils ne sont pas pris en compte. Donc, ils ne sont pas accueillis dans la réalité. Et deuxième problème, le décrochage scolaire dont vous nous parlez, j'ai voulu le relier à justement ce manque de moyens qui est aujourd'hui mis en place au sein de l'enseignement primaire et sur lesquels je vous demandais de revenir si l'on veut vraiment s'attaquer à ce problème de l'échec scolaire. Merci. La parole est maintenant à Madame Brigitte Gonthier-Morin pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur du parti de gauche. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, alors que la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, a déjà provoqué la disparition de 56 000 postes en 4 ans, la rentrée 2011 ne signera pas la fin de la destruction programmée du service public de l'éducation nationale. 16 000 nouveaux postes seront supprimés, dont 9 000 dans le primaire, alors que 60 000 élèves supplémentaires sont attendus. L'annonce de la fermeture de 1 500 classes au primaire a d'ailleurs suscité émoi et mobilisation. Le désert scolaire s'étend ainsi, laissant des territoires enclavés, isolés du service public de l'éducation nationale comme des autres. Aucun département n'est épargné, les zones rurales, très affectées, se sont fortement mobilisées. En réponse à la pression grandissante, le président de la République a opportunément annoncé un moratoire sur les fermetures de classes au primaire, mais seulement pour la rentrée 2012, tout en confirmant la poursuite du non-remplacement d'un départ sur 2 à la retraite. 2012 verra donc 14 000 nouveaux postes disparaître. À la veille d'élections, la ficelle est grosse. Ces annonces ne mettent pas un terme au démantèlement du service public de l'éducation nationale. C'est pourquoi il faut dès maintenant stopper les suppressions de postes à l'éducation nationale. Ce préalable posé, il faut tout aussi urgemment engager la relance du processus de démocratisation, car les réformes conduites par votre majorité construisent une école inégalitaire.
Une école du tri social, avec d'un côté les élèves pour qui le socle commun de connaissances et de compétences constituerait un horizon indépassable, et ceux qui seraient naturellement destinés à la poursuite d'études au lycée, dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas notre conception de l'école. Pensez à votre question. Nous voulons mettre l'école au service de l'émancipation individuelle et collective. Oui, tous les élèves sont capables de progresser et de réussir. Il faut donc que l'école leur donne les moyens d'y parvenir. Quand allez-vous donc, Monsieur le Ministre, entendre cette exigence de démocratisation? Pour répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame le sénateur, nous avons clairement deux conceptions de l'école qui s'affrontent. Depuis 30 ans, votre seule réponse, c'est la réponse des moyens. Toujours plus de postes, toujours plus de moyens. Est-ce que, Madame le sénateur, cette réponse a obtenu des résultats? Mais Madame, vous dénoncez vous-même les performances de notre système éducatif au regard de ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est vrai, notre pays doit progresser parce qu'il est 22e sur 65 dans les classements internationaux pour la compréhension de l'écrit ou le calcul, parce qu'on voit bien dans les enquêtes internationales que nous dépensons plus que la moyenne des pays développés dans notre système éducatif. Je vous encourage à regarder toutes les études qui démontrent que la France dépense presque 1 point de plus de son PIB que la moyenne des pays de l'OCDE dans son système éducatif, alors que nous avons de moins bons résultats que des pays qui investissent moins que nous. Donc, Madame le sénateur, cette politique, elle a échoué. La vraie réponse à la massification, à la démocratisation que vous évoquez, et qui est peut-être le seul point sur lequel nous pourrons nous retrouver. La vraie réponse, c'est une politique d'adaptation, de différenciation, de personnalisation, auquel nous encourage d'ailleurs la Cour des comptes ou toutes les études qui ont été publiées sur ce sujet par des organismes indépendants. Alors, vous nous faites un procès en démocratisation, Madame le sénateur, je vais vous répondre. Qui est-ce qui a créé les internats d'excellence qui sont une réponse pour les enfants issus de milieux défavorisés, mais qui ont du mérite et qui ont du potentiel pour l'école? C'est cette majorité. 6 000 places aujourd'hui, 1 800 nouvelles places l'année prochaine, pour des enfants qui ont du mérite, qui ont du talent et qui réussiront grâce à l'école, mais en dehors de chez eux. Qui a mis en place au sein des établissements scolaires des stages de remise à niveau pour les élèves qui ont des difficultés? La semaine prochaine, la première semaine des vacances scolaires, ou la dernière semaine des vacances scolaires à la fin de l'été. C'est cette majorité. Qui a mis en place une aide personnalisée en primaire de 2 heures pour tous les élèves qui ont des difficultés en lecture? C'est cette majorité. Donc, de grâce, Madame le sénateur, pas de leçons en matière d'égalité des chances et de démocratisation. Pour vous répondre maintenant, Madame Gonthier-Maurin. La réponse à la question de la démocratisation n'est pas l'école du socle commun, ni celle des internats d'excellence, Monsieur le Ministre. Pas de question de moyens, vous dites. Certes, seulement, mais tout de même. Je vais vous donner quand même une illustration concrète, notamment en matière de remédiation. Dans le collège Jean Massé de Clichy, une classe de SECPA va fermer car tout simplement il y a un poste d'enseignant qui vient de disparaître. Conséquence, on va mutualiser ces élèves à double niveau, 6e et 5e. Une aberration alors qu'on le voit, on le sait, ce sont de jeunes enfants d'une part et qui sont confrontés à de réelles difficultés et qui auraient besoin d'un encadrement beaucoup plus au quotidien et beaucoup plus conséquent. Pire, on propose à certains de ces élèves de se déplacer dans la ville d'à côté. Ce sont des petits-enfants, donc on va ajouter au double niveau le déplacement plus loin. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire une école de l'égalité, monsieur le ministre. C'est terminé, Madame. Et on voit bien comment vos arbitrages conduisent à l'inverse de vos propos. La parole est maintenant à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la rentrée prochaine relance la question des rythmes scolaires, trop souvent décriés comme très lourds pour les enfants. Notre système repose actuellement sur des journées longues et fatigantes, des semaines de 4 jours inadaptées et une année scolaire déséquilibrée. Par comparaison avec nos voisins européens, nous avons l'année scolaire la plus courte et une des journées les plus longues. Le pré-rapport sur les rythmes scolaires, dont une synthèse vous a été remise, Monsieur le Ministre, a souligné la volonté de changement quasi unanime pour l'ensemble des personnes auditionnées. En ce sens, vous avez, Monsieur le Ministre, décidé d'innover à la rentrée scolaire de 2010 avec des expérimentations menées dans certains établissements afin d'instaurer une matinée de cours et une seconde partie du jour
consacrés au sport. 124 collèges et lycées de toute la France, avec l'adhésion des équipes d'enseignantes et des parents d'élèves, ont mis en place ce nouveau rythme scolaire, chacun à sa manière. Le mois dernier, vous avez rendu compte de l'évaluation faite de ces expérimentations. La Direction générale de l'enseignement scolaire a notamment souligné que l'assiduité et la motivation des élèves ont fortement progressé. Fort de ce résultat, vous avez décidé, sur la base du volontariat, d'étendre le dispositif dès septembre prochain à 125 autres établissements. Des études expérimentales menées sur le système canadien ou allemand font en effet état d'effets positifs sur le comportement social de l'élève, mais elles démontrent également que le gain sur les résultats scolaires peut être discutable dès lors que l'on diminue le temps d'apprentissage au profit du sport. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaite connaître l'objectif que vous poursuivez à travers ce dispositif et quelles dispositions vous comptez prendre dès la rentrée 2011 pour inscrire cette innovation dans une véritable refonte du rythme scolaire. Pour répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alain Fouché, vous avez raison. Finalement, les petits Français passent plus de temps à l'école que leurs camarades allemands, britanniques ou américains, concentrés sur un plus petit nombre de jours. Un élève de primaire passe 144 jours à l'école contre 174 à 180 pour ses camarades européens ou élèves de pays développés, membres de l'OCDE. Donc nous avons un travail de fond que j'ai décidé d'engager avec la Commission nationale, conférence nationale sur les rythmes scolaires, qui regroupe non seulement les professionnels de l'éducation nationale, mais des élus, membres du Parlement et des collectivités territoriales, mais aussi des acteurs qui sont directement concernés, parce qu'aujourd'hui, l'organisation de l'école a des conséquences sur tout le fonctionnement de la société. La semaine prochaine, le comité de pilotage me rendra son rapport et je ferai un certain nombre de propositions après avoir entendu les différents acteurs, les différentes organisations représentatives. Vous avez rappelé, Monsieur Fouché, que nous avons sans attendre engagé une expérimentation de rythme scolaire qui permet d'avoir davantage d'activités sportives pour les élèves. 124 collèges et lycées sont concernés cette année et ils ont en moyenne, ces élèves, 5 heures de sport de plus par semaine, sport ou activités culturelles et sportives. Nous avons fait une enquête auprès des chefs d'établissement et nous apercevons que 73% d'entre eux indiquent que ces élèves qui expérimentent cette formule ont gagné en motivation. 60% nous indiquent que l'assiduité de ces élèves a augmenté, que le climat scolaire s'est amélioré, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que 42% des chefs d'établissement nous disent que les résultats scolaires de ces élèves se sont améliorés. Donc, sans attendre, j'ai décidé d'étendre cette expérimentation à la rentrée prochaine et nous allons doubler le nombre d'élèves, le nombre de classes concernées, avec une animation et un partenariat avec un certain nombre de fédérations sportives. J'ai signé récemment avec la Fédération française de rugby, après d'autres grandes fédérations. Donc nous travaillons avec nos professeurs d'éducation physique et sportive et nous travaillons en partenariat avec les fédérations et les associations locales de manière à ce que nos élèves bénéficient d'activités sportives plus intenses parce que, Monsieur le sénateur Fouché, le sport et l'école partagent les mêmes valeurs. Monsieur Fouché, brièvement, parce que le ministre a été abondant. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Cette expérimentation, au vu des résultats, mérite effectivement d'être développée, et j'ai bien compris qu'elle a été développée. Je trouve ça très bien. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Berry Debat pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous avons appris avec surprise, voici quelques jours, l'annonce par le Président de la République d'un moratoire sur les fermetures de classes primaires en 2012. Je me garderai, bien entendu, d'y voir un quelconque rapport avec les échéances électorales qui se dessinent. Je me garderai également de relever ici les contradictions entre cette annonce et la politique menée par votre gouvernement dans ce domaine depuis plus de 4 ans au nom de la RGPP. J'aurais même tenté de m'en réjouir si je n'avais pas appris le même jour que le gouvernement avait confirmé 14 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale pour 2012. En fin de compte, je suis donc surtout obligé de constater que la rentrée prochaine sera marquée encore une fois du sceau de la désespérance. L'actualité dramatique des derniers jours a en effet mis en lumière les conséquences terribles des coupes sombres qui sont réalisées depuis maintenant 5 ans dans les effectifs de l'éducation nationale, toutes catégories confondues.
Cette politique aveugle, injuste et inefficace nous conduit aujourd'hui dans une impasse dont on voit mal comment on pourrait en sortir. Tout est à revoir en effet. Il ne sert à rien de prétendre lutter contre l'échec scolaire si l'on ne permet pas aux élèves les plus défavorisés de disposer de conditions de suivi à la hauteur des besoins. Et il est faux de dire que l'on entend revaloriser la condition des enseignants quand, dans le même temps, on envoie les plus jeunes d'entre eux sur les postes les plus difficiles, comme on envoyait naguère les jeunes recrues au front. D'ailleurs, les chiffres sont là qui montrent de manière incontestable la désaffection pour le métier d'enseignant. En 2007, il était 33 000 à postuler au CAPES pour 6 000 postes. 4 ans plus tard, ils ne sont plus que 12 500 pour 4 800 places. Cette désaffection est préoccupante pour l'avenir de l'éducation nationale, pour les enseignants eux-mêmes et pour les élèves. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, au lieu de nous dire encore une fois, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, que tout va bien, que tout ira bien, pouvons-nous nous indiquer quelles seront les mesures, les projets et les ambitions qui feront de la rentrée 2012 une rentrée enfin réussie? Monsieur le ministre, pour répondre, Monsieur Le Châtel. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les personnels de l'Éducation nationale qui gèrent la rentrée scolaire apprécieront la fin de vos propos, alors que la rentrée scolaire est un exercice particulièrement complexe, 12 millions d'élèves, puis 150 000 enseignants, et que d'année en année, quels que soient les ministres, on constate que la rentrée scolaire se passe dans de meilleures conditions. Monsieur le sénateur, je ne vous convaincrai pas manifestement, mais si on regardait objectivement les choses, le budget de l'Éducation nationale, c'est 60 milliards d'euros. Cette année, la France, l'État, va emprunter 180 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois le budget de l'Éducation nationale. Pouvons-nous continuer comme cela indéfiniment? Pouvons-nous être suffisamment responsables pour demander aux élèves qui sont dans nos classes immédiatement un chèque de 19 000 euros qui correspond à la dette qu'ils auront à payer, la dette pour les dépenses que nous avons effectuées depuis 30 ans? Mais c'est la réalité, mesdames et messieurs les sénateurs. Donc face à cela, quelle est la réponse du gouvernement? La réponse du gouvernement, elle est d'être responsable, et au moment où le pays rencontre de grandes difficultés en Europe au niveau budgétaire, nous prenons nos responsabilités et nous décidons de ne pas remplacer la moitié des fonctionnaires qui partent en retraite. Alors, monsieur le sénateur, cette politique, j'ai l'impression que ça vous dérange, mais elle nous permet de revaloriser nos enseignants, oui, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils font un travail difficile et parce que nous pensons que nous devons recruter nos enseignants à un niveau de formation initiale plus élevé, mieux payé, mieux formé, mieux considéré. C'est notre conception de la valorisation du travail des enseignants. Enfin, je terminerai sur l'attractivité au métier de l'enseignement. D'abord, vous ne pouvez pas comparer un recrutement au niveau Bac+5 où mécaniquement le vivier est plus réduit qu'un recrutement au niveau Bac+3, ce qui était le recrutement en UFM auparavant. Deuxièmement, vous savez très bien que cette année, il y a eu 2 concours à quelques mois d'intervalle et que la même cohorte d'étudiants a pu passer 2 fois le même concours. Donc là aussi, attendons sur la durée l'impact de la masterisation. Mais notre objectif, c'est bien de recruter les meilleurs talents pour exercer le métier de professeur. Monsieur Berry-Debat, mon cher collègue, brièvement. Effectivement, vous ne m'avez pas convaincu, mais ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Sur le nombre, je dirais, de postes à pourvoir, il s'agissait du CAPES, donc ce n'est pas les postes en UFM, dont ça n'a rien à voir. Par contre, moi je constate chaque jour que l'application de la RGPP entraîne, quoi que vous disiez, des problèmes particulièrement importants et handicapants pour les élèves et pour les professeurs. Et je voudrais simplement rebondir sur cet événement qui s'est passé lundi dernier, pas hier, où on s'est retrouvé avec 3000 copies de candidats à un bac de philo qui étaient en déshérence. C'est-à-dire qu'il semblerait, et c'est assez surréaliste, qu'on a demandé qui veut des copies pour les corriger, alors que nous n'avions pas le nombre de professeurs nécessaires pour assurer cette correction. Voilà un exemple très concret de la déshérence dans laquelle se trouve notre éducation nationale. La parole est maintenant à monsieur Yannick Bodin pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre,
Après mon collègue, permettez-moi d'enfoncer le clou. La rentrée scolaire 2011 s'annonce particulièrement difficile. 1500 classes, on l'a dit, sont fermées, créant un très vaste mouvement de mécontentement, sinon de révolte. Alors, sentant le danger électoral de la poursuite d'une politique de déconstruction de l'éducation nationale, le président de la République a en effet annoncé qu'il n'y aura pas de fermeture de classe dans le primaire en 2012. Après tout, ça n'engage qu'un candidat à la présidence de la République. Avant de se réjouir, encore faudrait-il, Monsieur le ministre, recevoir quelques assurances de votre part. Alors, je résume. L'assurance, par exemple, que vous n'allez pas une fois de plus augmenter les effectifs par classe, réduire la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, laisser se constituer des établissements ghetto-sociaux. Allez-vous cesser de supprimer les RASED, de supprimer des options, de supprimer des formations, de menacer l'avenir des psychologues scolaires, de faire disparaître la médecine scolaire, de supprimer le corps des remplaçants? Depuis plusieurs mois, certaines académies ont choisi de faire appel à Pôle emploi dans des situations critiques. Ainsi, le rectorat de Paris a organisé une campagne de recrutement de remplaçants via Pôle emploi afin de constituer son vivier de remplaçants pour l'année scolaire 2011-2012. Mais l'éducation nationale n'est-elle plus un service public? N'est-elle plus capable de recruter et de former ses personnels? Dois-je revenir sur le problème que pose cette méthode de recrutement? Les volontaires sont sans doute de bonne volonté et ont-ils des diplômes, mais que connaissent-ils du métier d'enseignant? On apprend par ailleurs la désaffection pour le métier d'enseignant chez les étudiants. La vocation d'enseigner se meurt. La disparition d'une formation professionnelle digne de ce nom explique pour l'essentiel qu'il y a de moins en moins de candidats au concours. Alors on recrute en faisant du n'importe quoi. En 2011, 16 000 postes ont été supprimés, ce qui nous amène au chiffre abyssal de 66 000 postes depuis 2007. Outre le fait que de nombreux élèves ne cessent d'augmenter et qu'ils restent de plus longtemps au sein de l'école, les enquêtes internationales ne glorifient pas notre système éducatif. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le ministre, si l'annonce de ne pas fermer de classe dans le primaire à la rentrée 2012 va enfin s'accompagner d'un gel de coupe budgétaire pour l'éducation nationale pour l'année qui vient, ou si cette annonce est tout simplement de la poudre aux yeux en direction des Français, c'est-à-dire des électeurs, qui, de toute façon, ne vous inquiétons pas, ne seront pas dupes. Pour vous répondre, la parole est à Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai parfois du mal à vous suivre, puisque pendant des mois, vous nous avez alertés sur la situation en milieu rural. Le Président de la République considère que pour la rentrée 2012, il faut évoluer et non pas mettre en place un moratoire, mais faire en sorte qu'il n'y aura pas plus de fermeture que d'ouverture, c'est-à-dire le même nombre de classes à la rentrée 2012 que la rentrée 2011, et vous vous indignez. Donc on a du mal à vous suivre, Monsieur le sénateur, je suis désolé de vous le dire. Monsieur le sénateur, je veux vous répondre sur une chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les résultats de nos élèves. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si notre système éducatif est capable d'être plus performant aujourd'hui, compte tenu des exigences et des attentes des parents, qu'il ne l'était avant. Bien, Monsieur le sénateur, je vais vous dire, nous avons mis en place un système que vous avez contesté, qui est un système d'évaluation de nos élèves en CM2 et en CE1. Eh bien, si vous regardez objectivement les choses, sortons des querelles politiciennes quelques instants, Monsieur le sénateur. Je sais que nous sommes filmés, je sais qu'il y a une campagne préélectorale, mais moi j'aimerais qu'à un moment on parle de l'école de manière dépassionnée. Si on regardait les résultats objectivement, Monsieur Baudin, eh bien les résultats objectifs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que cette année, les élèves de CE1 sont 50% à avoir obtenu des acquis très solides. C'est 6 points de plus que l'année dernière. 6 points de plus que l'année dernière. Ça veut dire que la première cohorte qui a bénéficié de la réforme de 2008 du primaire, les programmes revus sur les fondamentaux, le soutien scolaire personnalisé avec de l'aide à la lecture, eh bien cette première cohorte, elle a effectué ses évaluations et elle obtient des résultats qui sont bien meilleurs que l'année dernière. C'est ça qui m'intéresse, monsieur le sénateur. Ce qui m'intéresse, c'est que notre système éducatif soit capable de se moderniser, de s'adapter, de différencier ses moyens et au total d'obtenir de meilleurs résultats et non pas de rester dans des querelles vaines du passé. Monsieur Baudin, brièvement, parce que vous avez fait une préconsommation du temps. Oui, je serai très bref.
Je dois dire que je ne sais pas comment vous allez expliquer aux Français qu'on peut à la fois dire on ne fermera pas de classe l'année prochaine dans le primaire et en même temps dire on va supprimer 14 000 postes. Ça, c'est absolument incompréhensible. Deuxièmement, vous avez vu, vous parlez d'évaluation, mais prenons une évaluation qui concerne l'ensemble des élèves. Vous avez quand même constaté que d'une enquête PISA à l'autre enquête internationale PISA, ça se dégrade, puisqu'on est passé, en ce qui concerne les élèves en difficulté à l'âge de 15 ans, de 15% à 20%. Or, ça fait 10 ans que vous gouvernez. Ça fait bientôt 5 ans que le président de la République est en train de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'adultes à l'éducation nationale. Et il ne faut pas s'étonner, donc, de voir quelle est la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et en ce qui concerne la prochaine rentrée, si les parents d'élèves et si tout le monde s'inquiète, c'est à de bonnes raisons. C'est une conclusion suffisante pour dire rendez-vous l'année prochaine. Merci. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, d'avoir participé à cette séance de questions cribles thématiques très intéressante. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 18 h pour la désignation des 19 membres de la mission commune d'information sur la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale. Puis la deuxième lecture de la proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées que j'ai évoquées au cours de l'après-midi. La séance est suspendue. C'est la fin de cette séance de questions cribles consacrée à la rentrée scolaire. Pour la revoir, notre site internet publicsena.fr. À suivre à 18h15 l'émission Déshabillons-les, présentée et préparée par Hélène Risser, avec comme thématique aujourd'hui Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste qui a annoncé sa candidature aux primaires. Très belle soirée à tous.